La République de Platon, livre 4e. Alors Adimante intervint. Que répondras-tu, Socrate, si l'on te dit que tu ne rends pas ces hommes fort heureux, et cela de leur faute? En réalité, la cité leur appartient, et ils ne jouissent d'aucun des biens de la cité, comme d'autres qui possèdent des terres, bâtissent de belles et grandes maisons qu'ils meublent avec une magnificence appropriée, font aux dieux des sacrifices domestiques, offrent l'hospitalité, et pour en venir à ce que tu disais tout à l'heure, ont en leur possession de l'or, de l'argent, et tout ce qui, d'après l'opinion courante, assure le bonheur. Tes guerriers, dira-t-on, paraissent simplement établis dans la cité, comme des auxiliaires salariés, sans autre occupation que de monter la garde. Oui, avouai-je. Ajoute qu'ils ne gagnent que leur nourriture et ne reçoivent point de gages en plus, comme les guerriers ordinaires, de sorte qu'ils ne pourraient voyager à leurs frais s'ils le voulaient, ni donner de l'argent à des courtisanes, ni faire aucune de ces dépenses que font les hommes réputés heureux. Voilà des points que tu omets avec beaucoup d'autres semblables dans ton acte d'accusation. Eh bien, dit-il, qu'eux aussi y soient portés. Donc tu demandes ce que je répondrai pour ma défense? Oui. En suivant la route que nous avons prise, nous trouverons, je pense, ce qu'il faut répondre. Nous dirons qu'il n'y aurait rien d'étonnant à ce que ces guerriers fussent très heureux ainsi, qu'au reste, en fondant la cité, nous n'avions pas en vue de rendre une seule classe éminemment heureuse, mais autant que possible la cité tout entière. Nous pensions en effet que c'est dans une pareille cité que nous trouverions la justice, et dans la cité la plus mal constituée, l'injustice. Les examinant l'une et l'autre, nous pourrions nous prononcer sur ce que nous cherchons depuis longtemps. Or, maintenant, nous croyons fasciner la cité heureuse, non pas en prenant part à un petit nombre de ses habitants pour les rendre heureux, mais en la considérant tout entière. Immédiatement après, nous examinerons la cité opposée. Si donc nous étions occupés à peindre une statue, et que quelqu'un vint nous blâmer de ne point poser les plus belles couleurs sur les plus belles parties du corps, les yeux en effet, qui sont ce qu'il y a de plus beau dans le corps, auraient été enduits non de pourpre mais de noir, nous nous défendrions sagement en lui tenant ce discours. Ô personnage étonnant, n'imagine pas que nous devions peindre des yeux si beaux qu'ils ne paraissent plus être des yeux, et faire de même pour les autres parties du corps, mais considère si, en donnant à chaque partie la couleur qui lui convient, nous créons un bel ensemble. Et dans le cas présent, ne nous force pas d'attacher à la condition des gardiens un bonheur qui en fera tout autre chose que des gardiens. Car nous pourrions revêtir nos laboureurs de robes somptueuses, les couronner d'or, et ne les obliger à travailler la terre que pour leur plaisir. Nous pourrions coucher les potiers en belle rangée près du feu, faire que, buvant et se régalant, ils ne tournent la roue qu'autant qu'ils désirent s'occuper de leur ouvrage, et de la même manière rendre heureux tous les autres citoyens, afin que la cité entière fût dans la joie. Mais ne nous donne pas ce conseil, parce que, si nous t'écoutions, le laboureur cesserait d'être laboureur, le potier d'être potier, et toutes les professions disparaîtraient, dont l'ensemble forme la cité. Encore l'importance de ces professions est-elle moindre, que des savetiers deviennent médiocres et se gâtent, qu'ils se fassent passer pour ce qu'ils ne sont pas, n'est pas chose terrible pour la cité. Par contre, quand les gardiens des lois et de la cité ne sont gardiens qu'en apparence, tu vois qu'ils la ruinent de fond en comble, alors que, d'autre part, ils ont seuls le pouvoir de la bien administrer et de la rendre heureuse. Si donc c'est nous qui formons de vrais gardiens, absolument incapables de nuire à la cité, celui qui en fait des laboureurs et comme d'heureux convives dans une panégyrie parle d'autre chose que d'une cité. Il faut par suite examiner si, en établissant nos gardiens, nous nous proposons de les rendre aussi heureux que possible, ou si nous envisageons le bonheur de la cité tout entière, auquel cas nous devons contraindre les auxiliaires et les gardiens à l'assurer et les persuader, ainsi que tous les autres citoyens,
de remplir de leur mieux les fonctions dont ils sont chargés. Et lorsque la cité aura pris son accroissement et sera bien organisée, nous laisserons chaque classe participer au bonheur selon sa nature. Tu me parais avoir raison, dit-il. Mais maintenant, te semble-t-il sensé de faire la remarque, sœur des précédentes, laquelle? Considère les autres artisans et vois si ce n'est point cela qui les gâte et les rend mauvais eux aussi. Quoi donc? La richesse, dis-je, et la pauvreté. Comment? De la façon suivante. Crois-tu que le potier, s'étant enrichi, voudra encore s'occuper de son métier? Non. Ne deviendra-t-il pas plus paresseux et plus négligent qu'il n'était? Oui, beaucoup plus. Et plus mauvais potier? Beaucoup plus mauvais potier aussi. Par ailleurs, si la pauvreté l'empêche de se procurer des outils ou quelque autre des objets nécessaires à son art, son travail n'en souffrira-t-il pas? Ne fera-t-il pas de ses fils et de ses apprentis de mauvais ouvriers? Comment non? Donc l'une et l'autre, pauvreté et richesse, perdent les arts et les artisans. Apparemment. Et nous avons trouvé, ce semble, d'autres choses sur lesquelles les gardiens doivent veiller très attentivement, afin qu'elles ne se glissent point dans la ville à leur insu. Lesquelles? La richesse et la pauvreté, répondis-je, car l'une engendre le luxe, la paresse et le goût de la nouveauté, l'autre la bassesse et la méchanceté, outre le goût de la nouveauté. Parfaitement, dit-il. Cependant, Socrate examine ceci. Comment notre cité, ne possédant pas de richesse, sera-t-elle à même de faire la guerre, particulièrement quand elle sera forcée de lutter contre une cité grande et riche? Il est évident, avouai-je, que la lutte contre une pareille cité est difficile, mais contre deux, elle est plus facile. Comment l'entends-tu? Demanda-t-il. D'abord, observai-je, quand il faudra en venir aux mains, nos athlètes guerriers n'auront-ils pas à combattre des hommes riches? Si, dit-il. Eh bien, Adimante, ne crois-tu pas qu'un lutteur exercé de la meilleure façon possible puisse aisément tenir tête à deux lutteurs riches et gras? Peut-être non, du moins aux deux à la fois. Pas même s'il pouvait fuir le premier, puis se retournant frapper celui qui le poursuit, et répéter souvent ce manège, au soleil et par une grande chaleur. Un tel homme ne battrait-il pas même plus de deux adversaires? Sans doute, il n'y aurait là rien d'étonnant. Mais ne crois-tu pas que les riches connaissent mieux la science et la pratique de la lutte que celle de la guerre? Je le crois. Donc, selon les apparences, nos athlètes lutteront facilement contre des hommes en nombre double et triple. J'en conviendrai avec toi, dit-il, car il me semble que tu as raison. Mais quoi? S'ils envoyaient une ambassade à une autre cité pour dire ce qui serait la vérité, l'or et l'argent ne sont point en usage chez nous. Nous n'avons pas le droit d'en posséder. Mais vous avez ce droit. Combattez donc avec nous, et vous aurez les biens de l'ennemi. Penses-tu qu'il se trouverait des gens, ayant entendu ces paroles, pour choisir de faire la guerre à des chiens solides et vigoureux, plutôt que de la faire, avec l'aide de ces chiens, à des moutons gras et tendres? Je ne le pense pas. Mais si dans une seule cité s'accumulent les richesses des autres, prends garde que cela n'entraîne un péril pour la cité qui n'est point riche. Tu es heureux, dis-je, de croire qu'une autre cité que celle que nous avons fondée mérite ce nom. Pourquoi pas? Demanda-t-il. C'est, répondis-je, un nom d'une signification plus étendue qu'il faut donner aux autres cités, car chacune d'elles est multiple, et non pas une, comme on dit au jeu. Elle renferme au moins deux cités ennemies l'une de l'autre, celle des pauvres et celle des riches, et chacune de celles-ci se subdivise en plusieurs autres. Si tu les considères comme n'en formant qu'une seule, tu seras complètement déçu. Mais si tu les traites comme multiples, donnant aux unes les richesses, les pouvoirs ou même les personnes des autres, tu auras toujours beaucoup d'alliés et peu d'ennemis. Et aussi longtemps que ta cité sera sagement administrée, comme nous venons de l'établir, elle sera la plus grande de toutes. Je ne dis pas en renommée, mais la plus grande en réalité, ne fût-elle composée que de 1000 guerriers. Car tu ne trouveras pas facilement une cité aussi grande,
ni chez les Grecs, ni chez les barbares. Encore qu'il y en ait beaucoup qui semblent la surpasser plusieurs fois en grandeur. Penses-tu autrement ? Non, par Zeus, dit-il. Ainsi donc, voilà la plus belle limite que nos gardiens puissent donner à l'accroissement de la cité. Ayant séparé de la terre à proportion, ils abandonneront le reste. Quelle est cette limite ? Je pense, répondis-je, que la voici. Jusqu'au point où, agrandie, elle conserve son unité, la cité peut prendre de l'extension, mais non point au-delà. Fort bien. Donc, nous prescrirons aussi aux gardiens de veiller avec le plus grand soin à ce que la cité ne soit ni petite ni grande en apparence, mais à ce qu'elle soit de proportion suffisante tout en gardant son unité. Et nous leur ferons peut-être là, dit-il, une prescription sans importance. Moins importante encore, repris-je, est celle que nous avons mentionnée tout à l'heure, disant qu'il fallait reléguer dans les autres classes l'enfant médiocre qui naîtrait parmi les gardiens et élever au rang de gardien l'enfant bien doué qui naîtrait dans les autres classes. Cela visait à montrer qu'aux autres citoyens également, il faut confier la fonction pour laquelle ils sont faits par nature, et celle-là seulement, afin que chacun s'occupant de sa propre tâche soit un et non pas multiple, et qu'ainsi la cité se développe en restant une et non pas en devenant multiple. Voilà en effet, dit-il, une plus petite affaire que la précédente. En vérité, ma bonne Adimante, nos prescriptions ne sont pas, comme on le pourrait croire, nombreuses et importantes. Elles sont toutes très simples, à condition d'observer un seul grand point, qui d'ailleurs, plutôt que grand, est suffisant. Qu'est-ce ? Demanda-t-il. L'éducation de l'enfance et de la jeunesse, répondis-je. Car si nos jeunes gens sont bien élevés et deviennent des hommes raisonnables, ils comprendront aisément d'eux-mêmes tout cela, et ce que nous laissons de côté pour le moment, la propriété des femmes, les mariages et la procréation des enfants, choses qui, selon le proverbe, doivent être aussi communes que possible entre amis. Ce sera en effet parfaitement bien, dit-il.